Merci à vous d'être avec nous, Raphaël. On va faire un pas de côté comme nous y invitait tout à l'heure la maison du Languedoc en parlant de vin sans parler de vin, puisque effectivement on va parler de pêche et d'abricots. Comment est née cette association d'organisation de producteurs et qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne seraient pas initiées? Donc, AOP, c'est pour nous Association d'organisation de producteurs. C'est une structure, forme juridique SAS, qui a été créée il y a 17 ou 18 ans, à la suite de deux facteurs en fait. Une crise du secteur liée à l'ouverture du marché commun et la concurrence des pays du sud de l'Europe, donc principalement l'Espagne, qui ont fortement développé leur production de fruits à noyaux avec une compétitivité très supérieure à la nôtre. Premier élément. Et à ce moment-là, l'Union européenne et la France par application créent, au-delà des organisations de producteurs, on verra tout à l'heure, sans doute, on parlera de ce sujet en deux mots parce que ça concernera la viticulture probablement. Donc au-delà des organisations de producteurs, on donne aux filières la capacité de créer des associations d'organisations de producteurs, sachant que les associations peuvent recueillir des sociétés privées, soit des exploitants, des producteurs, soit des sociétés d'expédition. Pour nous, on appelle ça des expéditeurs. En fait, pour la vitie, c'est des négociants. Et aujourd'hui, Pêche et Abricots de France, c'est 60 entreprises, 3 tiers, un tiers organisation de producteurs, dont une grande partie coopérative, en nombre, mais pas en chiffre d'affaires, puisque la coopération fruitière est plutôt dans une tendance à la réduction. Mais il y a d'autres formes d'organisation de producteurs à statut privé, de type SAS particulièrement, et puis ensuite des expéditeurs et des producteurs, et on représente 80% de la production française de pêche et 70% de l'abricot. Comment vous financez et qu'est-ce que vous faites de cet argent? On se finance à 100% par les cotisations de producteurs. Voilà. On avait au départ la tentation, comme tout le monde, de bénéficier de fonds publics. Et on a calculé assez vite que le rapport intérêt-contrainte était défavorable. Et donc on a préféré se passer complètement de fonds publics. Donc on est à 100% des cotisations de producteurs. Et qu'est-ce que vous faites de votre budget? Alors, on a grosso modo 3 tiers de dépenses. Le premier tiers, c'est que nous investissons dans la communication. Mais j'aurais dû commencer par le deuxième tiers parce qu'il est en train de passer par-dessus le premier, c'est la recherche et développement. Tout ça parce qu'on a de plus en plus de difficultés techniques à résoudre les questions phytosanitaires, la protection phytosanitaire des vergers. Il y a aussi pour partie la protection physique, mais c'est surtout vis-à-vis des ravageurs, en particulier des insectes, et ces derniers temps, ce qu'on appelle les piqueurs-suceurs, entre autres les pucerons, qui ont complètement envahi le verger ces dernières années en bénéficiant de la réduction très très forte des molécules à notre disposition. Donc vraiment recherche et développement de plus en plus, on est aujourd'hui 40% de budget là-dessus, 20-30% de budget de communication, on va en parler, et le reste c'est 20% de fonctionnement. Et sur le mode de financement via vos adhérents, est-ce que plus on réalise de chiffre d'affaires et plus on cotise, plus je suis gros par les hectares et je cotise? Comment ça marche? Oui, c'est au prorata du chiffre d'affaires. Au prorata, d'accord. Y compris pour vous mélanger les carottes et les choux entre les expéditeurs et les... Complètement. D'accord. C'est le chiffre d'affaires qui compte. On fait plus de producteurs, expéditeurs, organisation de producteurs. Il n'y a pas de différenciation par le statut. Alors, vous avez créé une marque au travers notamment de la communication. Comment est-ce que vous avez réussi à créer cette valeur de façon collective sans tuer l'identité qui faisait celle de chacun, ou qui fait celle de chacun? Alors, il y a 15 ou 20 ans, on était engagé dans ce qu'on appelait à l'époque la PFI, la production fruitière intégrée. Voilà, c'est-à-dire on cherchait déjà la troisième voie entre le bio et le conventionnel. Et on était dans ces recherches-là et on avait déjà des cahiers des charges de producteurs dans différentes filières. Et quand nos collègues de la pomme et de la poire ont créé une marque qui s'est appelée Verger éco-responsable et que quelques-uns de nos adhérents étaient dans les deux, ils nous ont dit, bon, au lieu nous-mêmes d'avoir notre propre marque, prenons celle de la pomme. Donc depuis effectivement une douzaine d'années, on bénéficie de la marque Verger éco-responsable. Mise à disposition par nos collègues de Pommes et Poires, moyennant une faible redevance évidemment. Et là, on vient de passer un cap puisqu'on est en train de créer une société, à statut associatif, peu importe, mais qui va gérer la marque Verger éco-responsable. Nous ont rejoint entre-temps la filière prune, nous rejoindrons probablement assez vite 2 ou 3 autres filières fruitières. Donc on a l'ambition d'avoir une marque qui fédère toute la production fruitière française, en tout cas organisée, avec un double
attraits, on va dire, leitmotiv. Le premier, c'est qu'on est français. Voilà, donc on a un logo qui va évoluer. Enfin, vous le voyez, vous l'entrevoyez sur cette magnifique photo, n'est-ce pas? Et il y a le drapeau bleu, blanc, rouge, on ne voit pas très très bien, mais on va encore le grossir dans le futur, parce que le fait de revendiquer qu'on est producteur français, que nos produits sont français, en ces temps de souveraineté alimentaire, c'est un argument extrêmement important qui est utilisé aussi par les distributeurs. Donc en clair, on dit aux distributeurs, ok, vous avez le droit de valoriser nos produits, mais pas complètement dans n'importe quelle condition. Et puis à travers cette marque, c'est mieux. Et donc ça marche bien. On a signé un accord avec Dominique Schelcher cette année. On avait signé avec Alexandre Bompard l'an dernier. Voilà, donc c'est reconnu par les grands distributeurs français. Et le deuxième aspect, c'est la protection de l'environnement. Super U et Carrefour. Super U et Carrefour, pour ceux qui ne connaissent pas. Sur le côté, je crée une marque collective. Comment une marque collective, elle peut parfois aussi tuer l'initiative individuelle. Donc comment est-ce qu'on pallie à ça chez les producteurs? Alors, une marque collective ne tue une marque individuelle ou une initiative individuelle que quand elle est mal fagotée. J'allais dire un gros mot. Clairement, si on a une marque collective, il faut qu'elle soit respectueuse des marques individuelles, qu'elle soit complémentaire. Et de toute façon, nous, on a une gouvernance qui est réalisée, qui est maîtrisée par les producteurs, les plus gros producteurs, évidemment, ceux qui ont créé la structure il y a 15 ou 20 ans. Et si on n'est pas bon dans le développement de la marque et qu'elle va nuire aux marques d'entreprise, ça ne le fera pas. Mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, en fait, on déblaye le terrain, on prépare les campagnes de fruits d'été, en particulier. Bon, pomme au poire, c'est pareil avec d'autres types de difficultés, on pourra en parler. Et on prépare tout ça avec la grande distribution. Et ensuite, à chaque entreprise, c'est à elle de jouer. Donc nous, en clair, on est le Didier Deschamps de l'équipe de France. On n'est pas Dembélé ou Mbappé, mais par contre, Didier Deschamps, le préparateur physique, le préparateur mental, le président de la fédération, etc., constitue cette association, prépare le terrain et après on joue. Alors vous êtes sur un fruit qui est commercialisé brut. Sur le vin, on est sur un fruit qui est travaillé, à votre sens, puisque on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une organisation de producteurs qui vient d'être autorisée, en tout cas en France, sur le côté vitique. Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser ? On ne connaît pas les contours de ce que sera une organisation de producteurs viticoles. On voit quelques contours d'organisation de producteurs dans d'autres filières et on voit bien que l'État et l'Europe ont quelques difficultés. Ils tournent autour du pot, ils ont modifié les règles des organisations de producteurs il y a quelques mois. C'est assez confus parce qu'en fait, la puissance publique, on va dire, est assez schizophrène entre la volonté d'aider les filières agricoles à s'organiser, quand même, c'est son objectif. Et d'un autre côté, elle ne veut pas non plus lui laisser tout faire et en particulier venir en contradiction avec le droit à la concurrence. Voilà. Donc on se trouve avec des lignes de conduite parfois un peu fragiles. Voilà. Après, est-ce qu'il y aurait une différence entre la filière fruits avec très peu de transformation, on en a un peu mais pas beaucoup, et la filière viti? J'en suis pas sûr. Moi, je pense que ce qui compte, c'est la volonté des producteurs et des dirigeants des filières à créer des outils communs pour s'en sortir. Et si la viticulture est en crise, alors j'ai bien compris que ce n'était pas une crise, puisque ça fait 40 ans, mais elle est dans difficulté, peut-être qu'un jour, les dirigeants de cette filière seront amenés à faire ce qu'ont fait les dirigeants de la filière fruits, en tout cas fruits à noyaux il y a 20 ans, c'est-à-dire se mettre autour d'une table et arrêter de se frapper pour essayer de construire ensemble. Enfin, je ne sais pas si vous vous frappez, excusez-moi, hein, je dis ça. C'est juste Hervé Hanin qui m'en parle comme ça, mais... Vous traitez avec la grande distribution quasi exclusivement. C'est combien de pourcentage des débouchés ? 70%. 70%. Et le reste est important, mais c'est complètement individuel. C'est-à-dire que c'est les marchés avec des relations directes entre les producteurs et les marchés, voilà, d'une part. Et après, c'est la restauration collective, où là, on passe par des grossistes, donc il y a des intermédiaires, c'est un peu plus compliqué. Au moins, avec la GMS, c'est simple, hein, ils sont 7 ou 8. Donc une fois que vous discutez avec les 7 et 8, vous avez tout fait. Alors, c'est simple. Et d'un autre côté, ils ont aussi des exigences en termes de calibre, en termes de standardisation de produits. On a ça aussi dans le vin, où ça a été évoqué par Eric tout à l'heure et puis par Benjamin. On a cette bouteille de 75 centilitres qui est encombrante, qui pèse lourd, qui est trop grande, qu'on ne consomme pas d'un seul coup, mais pourtant elle arrange tout le monde parce que c'est un standard et ça rentre bien dans les rayons. Nous aussi, on a des standards, on a le produit vrac, mais à côté de ça, il y a une forme de diversification, il y a une gamme. Pour l'abricot, par exemple, on promeut une gamme de 7 produits.
Bon, vous avez rarement vu 7 formes de distribution d'abricots dans un même magasin. Alors évidemment, à la supérette, c'est normal. Dans l'hypermarché, on peut aller jusqu'à 7. Donc il y a des barquettes, il y a du mur à point, il y a des petits calibres, des gros calibres. On arrive à tout proposer aux consommateurs. Et encore une fois, entre un consommateur qui a peu de moyens et qui, grosso modo, va acheter un kilo de fruits à 2,50 € parce que quelque part, il a ça dans la tête et quelque part, il ne peut pas faire plus. Et un consommateur qui va mettre 5, 6, 7 euros du kilo pour un produit de super qualité avec variété sélectionnée, mur à point, etc., il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Merci Raphaël.